Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un joueur de basketball incroyable qui évolue en ce moment avec la nouvelle équipe qui est la Toundra de Montréal, Olivier Cadieux. Salut Olivier. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. On va commencer vraiment dans le début du commencement, comme on dit. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket? En fait, j'ai commencé j'avais 11 ans. J'ai pas commencé à jouer au basket au début. En fait, j'étais vraiment un fan de dunking. Dans le fond, quand j'étais jeune, je m'amusais à dunker sur des paniers un peu plus bas. Puis à un moment donné, il y a eu un petit jeune qui était un an plus vieux que moi, en fait. Il était en sixième année, moi j'étais en cinquième année. Puis il disait à tout le monde qu'il était le meilleur joueur de basket. So, j'ai commencé à m'entraîner un peu. Puis je l'ai battu en one-on-one, puis j'ai mangé la piqûre. Puis après, j'ai eu la chance de jouer mini-basket dans une école à Saint-Jérôme. Puis après ça, on est parti de là, puis on est rendu où qu'on est rendu. Qui est-ce qui t'a introduit au basket? C'était vraiment toi tout seul ou tu as eu une introduction venant de quelqu'un de l'extérieur? Je te dirais en fait que c'était plus un jeu vidéo. C'était NBA Street Volume 2. Je sais pas si tu connais un peu ce jeu-là, mais c'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais au GameCube. Puis j'adorais Kobe Bryant puis Shaq. Fait que c'était comme j'ai mangé la piqûre en jouant un peu à ce jeu-là. Mais il y a personne dans ma famille ou dans mon entourage qui m'a encouragé vraiment à jouer au basket. J'ai juste tombé en amour avec le sport, puis c'est ça. À quelle position est-ce que tu as évolué vraiment au début de ta carrière un peu plus organisée? Là, quand tu rentres au secondaire, c'est un peu plus organisé. Ouais. Surprenamment, j'étais point guard. Fait que je te dirais les 3 premières années de ma carrière, j'étais point guard. Est-ce que ça peut être un peu aussi en termes de talent? Je passe un peu plus de temps dans le gym que les autres. Fait que c'est sûr que, tu sais, vu que je passais un peu plus de temps, les coachs avaient un peu plus confiance au fait que je pouvais amener la balle puis faire les bonnes décisions. Mais j'ai commencé en tant que point guard, mais après, on m'a mis un peu plus à l'aile. Je te dirais, son r 3, 4, 5, on a commencé à me dire d'aller aller à l'aile parce que j'étais plus un scoreur et non un pass first guy. J'étais plus un gars qui aimait ça scorer la balle. Fait que, on m'a mis à l'aile, mais je te dirais, ma première position, c'était vraiment être point guard. Fait que toi, est-ce que tu évolues encore à l'aile en ce moment? Oui. En fait, avec la Tundra, je joue en 2 et en 3. Fait que je joue shooting guard ou small forward. Mais quand j'ai fini ma carrière universitaire, en fait, j'ai même joué du 5 puis du 4. Fait que j'ai joué du center puis du power forward parce qu'on était un peu petit. Mais avec la Tundra, oui, je suis un shooting guard small forward. Mais justement, dans les positions de shooting guard small forward, qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de l'aile, dans le fond? Euh, En fait, je dirais, c'est d'être super bon hors la balle. C'est de comprendre un peu les angles, sortir des écrans de la bonne façon, comprendre le jeu, comprendre quand couper. Avoir un bon sens de quoi faire au bon moment, d'être capable de comprendre que la game elle va venir à toi. Tu sais, quand tu as un point guard, c'est toi qui contrôle le jeu. Quand tu es à l'aile, c'est pas nécessairement toi qui va contrôler tout le jeu. Mais si tu trouves une façon un peu de savoir où pick your spots un peu, excuse l'anglicisme, mais de pick your spots, knowing where to go. Je pense que c'est vraiment ça qui est bon. Si on regarde genre des Klay Thompson, des joueurs comme Ray Allen, même des Kobe puis des Michael Jordan qui étaient des shooting guards qui avaient quand même un contrôle de la balle assez souvent. Ces gars-là savaient exactement où recevoir le ballon, à quel moment recevoir le ballon, puis contrôler un peu la game de cette façon-là. Mais toi, si on regarde un peu plus ton jeu à toi, c'est quoi ta force sur le terrain? Je te dirais que je suis quelqu'un qui, avec les années, avec beaucoup d'expérience, je suis devenu un joueur quand même très cérébral. Je shoot bien la balle. Je comprends un peu quand couper. J'ai regardé beaucoup de tape. Fait que je te dirais d'un côté cérébral, je comprends la game. Puis mon tir de 3 points s'est vraiment amélioré, disons, depuis que j'ai commencé à jouer au basket. Fait que maintenant, je suis rendu quand même assez dangereux de ce côté-là. Je suis quelqu'un qui peut attaquer assez bien l'anneau et faire les bonnes passes au bon moment, mais je te dirais que ma force, c'est vraiment de scorer le ballon. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est le fun pour tout le monde de parler en quoi on est bon, là, mais si tu avais à mentionner un Ouais. petit aspect que t'aimerais, que tu as eu besoin de travailler dessus un peu, puis que c'est encore de tes lacunes. Mon dribble. Mon dribble. Je te dirais que mon dribble, c'est vraiment une des choses que j'essaie de travailler. Tous les jours, j'essaie de faire du dribble. Tu sais, dans le fond, à ma grandeur, je suis 6 pieds 4. Si je veux jouer longtemps professionnel, il faut que mon dribble devienne un peu meilleur parce que maintenant, avec où que la game s'en va, si t'es un peu plus petit, ça se peut qu'on te demande de jouer un peu dur, de prendre des écrans un peu plus souvent. Fait que le maniement de balle, c'est quelque chose que je travaille beaucoup.
Je te dirais que c'est un peu ma faiblesse dans ce sens-là. Mais on travaille dessus. On t'a vu apparaître un peu plus tu sais, sur la scène provinciale quand tu as eu la chance d'être le récipiendaire du prix d'athlète par excellence dans l'année 2012-2013 avec le Collège Laval. Puis, Mhm, comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé que tu étais le gagnant? mhm. En fait, c'est une longue histoire. Quand je suis arrivé au Collège Laval, dans le fond, je me suis fait recruter par aller au Collège Laval en secondaire 3. Je suis arrivé au Collège Laval, j'avais eu une très bonne saison en secondaire 3. J'avais une moyenne de points que même moi, en ce jour, je pense jamais être capable de topper. C'était quelque chose que j'avais pris en charge de l'offensive de l'équipe. Puis j'avais pas gagné MVP cette année-là. Puis la raison était, plusieurs personnes m'ont dit que c'était mon attitude. J'étais un peu plus jeune, right? Euh, tu scores beaucoup de points, fait que tu penses que un peu tout est permis. Mais éventuellement, avec le temps, tu sais, j'ai pas eu une année secondaire 4 qui était très bonne. Puis j'ai passé tout un été justement dans le gym avec mon coach, Mathieu Chénier. On a passé, tu sais, comme je te dis, tout dans le gym, c'était 2 workouts par jour, matin et soir. Puis on était muscu. Je passais mon été dans le gym, là. Tous mes amis étaient en voyage, puis moi, j'étais juste dans le gym. Fait que c'était quelque chose que c'était émotif un peu. Parce que c'était comme une histoire de 3 ans qui se finissait. Comme, OK, on n'a pas gagné le championnat provincial, mais c'est un travail personnel que j'ai pris le temps de prendre. Puis là, j'avais réussi ce que j'avais pas été capable de réussir, disons, en 15 ans. Mais c'est ça que tu sais, c'est le fun de recevoir tu sais, une certaine reconnaissance sur les efforts que tu mets, c'est que ce soit sur le terrain ou en dehors du Ouais, terrain. exactement, exactement. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, de savoir que là, euh, tu sais, mon attitude était meilleure, j'étais un meilleur coéquipier. Puis de comprendre que les coachs, cette fois-là, m'avaient dit, OK, là, tu le mérites. C'était quelque chose que tu vois que tu as grandi. Puis c'est quelque chose que même encore à ce jour, quand j'ai eu la chance de parler avec Mathieu après que je l'avais gagné, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, tu vois, tu as fait des petits changements qui étaient pas non seulement sur le terrain, mais qui étaient à l'extérieur du terrain, puis ça t'a permis d'avoir ça. Puis après, en gagnant ce prix-là, ça m'a permis d'avoir des offres pour aller jouer collégial 3. Puis moi, ça m'a ouvert tellement de portes après ça. Fait que c'est un travail tu sais, qui devait être fait, puis qui a mené à des grandes choses, là. Mais justement, donne-nous un petit rundown de comment était ton processus de recrutement. Tu sais, est-ce que les coachs ils venaient te voir? Est-ce qu'ils parlaient avec ton coach? Tu sais, puis qu'est-ce qui t'a fait prendre ta décision finale? Mhm. Ben, dans le fait, Mike Tumeski, le coach de Brébeuf, c'est le premier qui est venu me recruter, dans le fond. Match de pré-saison, il est venu s'asseoir à une game. Je me souviens encore, on jouait contre l'école secondaire Leblanc à Laval. Puis il était là, bien normal, avec du popcorn. Il avait même pas l'air d'un coach. Puis il est venu après la game, il m'a dit, je suis intéressé. Puis j'ai juste aimé la simplicité. Puis après ça, mon nom a commencé à sortir. J'avais des bonnes games. Le monde a commencé à parler un peu de moi. Puis Sainte-Foy était vraiment high sur moi aussi. Fait que je parlais beaucoup avec le coach de Sainte-Foy, Eric Segal, dans ce temps-là. Puis après, les coachs, ils ont commencé à apparaître par-ci par-là. Mon nom a commencé à être un peu around. Puis c'était vraiment une affaire. Il venait parler à mon coach, il parlait à mes parents. J'ai fait des visites un peu tout partout. J'étais allé visiter les écoles. J'ai fait le voyage jusqu'à Québec 2 fois. J'ai parlé avec les joueurs. Puis à la fin, en fait, Brébeuf, j'ai décidé d'aller à Brébeuf. C'était bien simple. C'est que l'année d'avant, Joseph Chartouni, il avait gagné le MVP cette année-là, puis il était allé à Brébeuf. Puis Brébeuf, en même temps, c'était une équipe collégiale 2A. Mais j'aimais le fait que je pouvais compete contre Joseph, puis contre Nemanja Zarkovic, qui est un autre joueur qui allait aller jouer aux États-Unis, qui avait plusieurs rumeurs qui parlaient qu'elle allait jouer à NCAA. Puis on allait faire beaucoup de tournois aux États-Unis. Fait que pour moi, c'est un peu un no-brainer dans le sens que je vais peut-être compete contre deux des meilleurs joueurs qui étaient un peu à ma position dans ce temps-là. Puis en plus de ça, on va aller faire des tournois aux États-Unis. Puis j'adorais la simplicité de Mike. J'aimais juste la façon que Mike avait appris la game. C'est quelqu'un qui t'apprenait vraiment à comment bien jouer au basket. Puis je savais que j'allais compete contre ces gars-là à tous les jours. Puis en plus de ça, il y avait quelqu'un contre qui que je competais tout le temps au secondaire, qui était Alexandre Goulet, qui jouait dans cette équipe-là aussi. Fait que pour moi, c'était comme de savoir qu'à tous les jours en pratique, je vais compete contre ces gars-là. Je vais être un meilleur joueur à la fin, là. C'est vraiment comme ça que je le voyais.
au lieu de voir, disons, je vais aller jouer collégial 3A, mais peut-être que dans les pratiques ou que c'est là qu'on s'améliore, j'aurais pas le même niveau. J'ai pas trouvé de statistiques, là, c'est pas rien de méchant, même si c'était un petit peu trop. Ouais. Mais dis-moi un peu comment ça s'est passé ta carrière collégiale à Brébeuf? Ben, ça s'est vraiment bien passé, dans le fond. Mes 2 premières années, on a gagné un championnat provincial, 2A. Puis ma deuxième année, j'ai fini sur l'équipe d'étoiles. Ma première année, j'ai pas assez proche. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on sait jamais avec ces choses-là. Mais j'ai fini sur l'équipe d'étoiles ma deuxième année. Puis sur ma troisième année, j'ai fini sur l'équipe d'étoiles aussi, collégial 3A. Puis c'est ça qui était le fun aussi, c'est que j'ai eu la chance de voir les deux choses. J'ai eu la chance de voir le parcours Division 2 qui, à mon opinion, est un peu plus difficile sur le corps. On a plus de games, la saison est un peu plus longue. On jouait aux États-Unis souvent. J'ai eu la chance de jouer contre Donovan Mitchell, Amidou Diallo, des joueurs qui ont joué dans la NBA qui ont quand même un nom. Fait que c'était mon parcours collégial, je peux te dire qu'il était le fun. J'ai vu beaucoup de basket, j'ai eu la chance de jouer contre des grands joueurs. Puis en plus de ça, on a gagné 2 championnats provinciaux et une médaille de bronze à ma troisième année. Fait que c'était le fun. Puis ma troisième année, l'équipe avec laquelle j'étais était vraiment talentueuse. Fait que j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs qui sont maintenant qui jouent dans des grosses ligues puis tout. Ben, tu sais, tu parlais beaucoup des tournois aux États-Unis puis des joueurs que tu peux affronter. Puis, tu sais, on va parler un peu des États-Unis. Comment est-ce que s'est passé le processus pour tu sais, du recrutement pour les Stags de Fairfield University, qui était un programme, tu sais, une NCAA D1, là? Ouais. Ben eux sont venus un peu plus vers la fin. Fait que dans le fond, comme ça marchait, comment ça marchait à Brébeuf un peu dans le fond, c'est que vu qu'à chaque année, on avait presque un joueur qui partait pour jouer D1, il y avait toujours des coachs NCAA Division 1 qui venaient dans les gyms. Fait que tu avais toujours la chance de te faire voir. Puis ce que ça fait, je pense, c'est que on a toujours un petit stress au début, dans le sens que on veut tout le scholarship D1. Tu demanderas à n'importe quel joueur de basket, il va te dire on veut un scholarship D1. Fait que tu t'habitues un peu à ça. Puis après, ce qui s'est passé vraiment, c'est juste que les écoles qui recrutaient Nem et Duo, ils ont commencé à avoir un peu d'intérêt. Ils ont parlé à Mike. Après ça, j'ai eu des bonnes performances aux États-Unis. Fait que quand on est allé voir, on a joué contre Saint Thomas More, j'ai eu des bonnes games. Putnam Science, j'ai eu une bonne game. En fait, la game contre Putnam Science, c'est la game qui m'a donné mon offre avec Fairfield. Puis après, ce que dans le fond, il faisait, c'est qu'il communiquait avec Mike. Puis Mike leur disait de venir à des pratiques, il venait de leur dire à des games. Puis s'il était content de ce qu'il voyait, il venait me parler avec moi après. Puis il rencontrait mes parents. Puis de là, on faisait des visites. J'ai fait des visites universitaires un peu partout au Canada, un peu aux États-Unis. Puis les Stags, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus vers la fin un peu. J'aimais l'école, j'aimais la conversation que j'ai eue avec le coach. Puis de là, dans le fond, j'ai signé. Puis après, ce qui est drôle, c'est qu'après que j'ai signé avec Fairfield, il y a encore des écoles qui me recrutaient. J'avais pas trop laissé sortir que j'avais signé avec eux. Mais quand j'ai vu qu'on commençait à me parler un peu, là, j'ai commencé à laisser le mot sortir que j'avais signé avec Fairfield. Ouais, ben, c'est sûr que ça reste un peu, tu sais, ça reste un peu loyal, là, que Ouais, tu leur as déjà dit oui, tu veux pas exactement. mis quelqu'un d'autre dans le meantime. Exactement, exactement. Tu sais, toi, tu as eu la chance, tu sais, à peu près dans une, tu sais, une couple même d'années, de voir tu sais, le collégial Division 2, le collégial Division 1, après ça, le NCAA Division 1. Puis dis-moi, c'est quoi la plus grande différence que tu as remarqué entre tu sais, du collégial Division 1 puis d'universitaire NCAA? Je te dirais que c'est le bassin des athlètes. Aux États-Unis, moi j'ai une expression, j'appelle toujours ça des dragons, là. Des gars qui sautent super haut puis qui sont capables de dunker la balle sur tout le monde. Puis aux États-Unis, il y en a tout partout. Fait que je te dirais vraiment le niveau d'athlète, le bassin d'athlètes qu'ils ont, il est juste différent un peu de nous. Ils sont plus de monde aussi. Puis dès un jeune âge, j'ai l'impression que les jeunes, ils sont déjà dans le sport, mais non seulement ça, ils font plusieurs sports. Je sais pas si tu sais un peu la structure, comment ça marche au secondaire aux États-Unis, mais t'as un sport pendant l'été, t'as un sport pendant le printemps, puis t'as un sport pendant l'hiver. Fait que des fois, tu vas te ramasser à faire 3 sports dans une année, ce qui je pense qui est vraiment bon. Tandis que nous, souvent, tu vas commencer en septembre, tu vas jouer jusqu'en mars, avril, puis après, tu vas aller faire des équipes d'été. Tandis qu'eux vont faire 3 sports en jouant avec des équipes d'été dans 2 sports, disons. Fait que le niveau d'athlète est différent. En termes de skills de basket, moi, je pense qu'au Québec, les joueurs sont aussi skills.
C'est juste que des fois, il y a des athlètes qui sont juste, il y en a qui sont innés un peu avec ça, là. Bien sûr que c'est quasiment unfair là, d'en avoir qui ont de l'athlétisme inné. Là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ce qui les aide aussi, c'est qu'ils ont tellement plus d'infrastructures aussi. Tu sais, nous, je te donne un exemple, là, c'est sûr que c'est un peu plus forward, puis c'est passé la COVID, mais tu sais, moi, j'ai pris un petit time off avant de jouer avec la Tundra, puis juste trouver du temps de gym, c'était super compliqué, là. Tandis que aux États-Unis, c'est simple. Je pouvais, si je voulais aller jouer du pick-up, je pouvais aller jouer du pick-up quand je voulais. Si je voulais juste aller shoot, je pouvais trouver un gym juste pour aller shoot quand je voulais. C'est vraiment simple. C'était incroyable comment c'est simple de trouver un temps de gym là-bas. Là. Mais on va sauter un petit peu à ta deuxième année avec les Stags. Puis ça a mentionné justement sur le site que tu t'es battu au travers de plusieurs blessures. Ouais. Ta deuxième année, tu as même joué seulement 2 matchs en raison que tu étais vraiment tout le temps blessé. Comment est-ce que ça t'a affecté mentalement? Ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. Dans le fond, j'ai joué pour 16-20 matchs ma première saison, puis après, j'ai appris que j'avais un bec osseux dans ma cheville. Fait que ça allait comme arrêter ma saison directe, puis il a fallu que je me fasse opérer. Fait que malheureusement, après ma première saison, je me fais opérer. Je reste là pendant l'été un peu, je reviens un peu à Montréal. Puis ma deuxième année, quand je suis revenu, dans le fond, j'étais pas censé jouer ces 2 matchs-là parce que l'opération, elle s'est pas vraiment bien passée, puis moi, je le savais pas. Fait que quand ils ont réalisé que l'opération s'avait pas vraiment bien passé, ils m'ont demandé d'aller refaire une autre opération pour la même blessure. Fait que j'ai refait une autre opération, puis ma saison après ça, elle était finie. Fait que c'est dur. Parce qu'un bec osseux, c'est une blessure que y a rien que tu peux faire. C'est un bout d'os qui sort de ta cheville, puis ça fait mal quand tu te lèves le matin. Puis il y a des jours, tu vas te réveiller, puis tu le sentiras pas. Puis il y a des jours, une semaine, tu peux le sentir pendant une semaine. Puis après, pendant une journée, tu le sens pas une journée. Fait que tu peux pas vraiment contrôler cette blessure-là. Puis, pour pas te mentir, c'était dur parce qu'après revenir, tu sais, une opération à la cheville, tu sais pas trop un peu comment ta cheville elle va tenir. Tu sais, même si c'est pas genre, disons, un tour Achilles ou quelque chose comme ça, tu restes un peu peureux, disons. Là. Comme tu t'en vas au rim, tu t'atterris sur ta cheville, t'es pas sûr. Dès que c'est un peu sore, tu sais plus vraiment si c'est ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, quand je joue, des fois quand je me lève le matin, je vais avoir mal à ma cheville, mais c'est sûr que c'est pas une douleur comme un bec osseux, mais c'est une réalité de la vie. Il faut vivre avec. Bon, ben, c'est sûr que ça reste, quelque chose qui est très épeurant parce que, toi, tu l'as vu dans une situation où est-ce que, tu vivais le rêve NCAA D1 puis Ouais. ça l'a coupé short, là. Fait que, c'est sûr que 100%. c'est une blessure qui fait encore peur, hein. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, ils sont vraiment très axés sur next man up, right? Fait que le temps que toi, tu recovers sur ta blessure, il y en a d'autres qui prennent tes minutes, il y en a d'autres qui eux, ils ont l'opportunité de s'entraîner. C'est moi, j'ai passé énormément de temps dans le gym. Là. J'étais quelqu'un, quand je me faisais recruter, tout le monde me disait une des choses que le monde me recruter, c'est parce que you're a gym rat. You're a gym rat. Mais quand t'es blessé, c'est dur d'être un gym rat quand t'es blessé parce que tu peux pas être dans le gym en train de shoot. Tu dois faire d'autres affaires. Tu dois t'occuper de ta cheville. Tu peux être en muscu, mais c'est pas la même chose que, disons, jeter un ballon, prendre 500 lancers. T'sais, avant ma blessure, je rentrais 500 lancers tous les soirs. Je me mettais sur le shooting gun, puis je faisais ça. Après ma blessure, tu peux pas vraiment faire ça. Fait que faut que tu changes tes habitudes de vie un peu, mais ça te coupe le rêve NCAA, mais ça te rend plus fort mentalement. Je veux dire, je jouerais pas pour la Tundra si je suis pas allé à travers toutes ces blessures-là. Même à Ottawa, puis je suis sûr qu'on va en parler un peu de mon parcours à Ottawa, mais ma première année à Ottawa, je me suis cassé le pied à cause des répercussions de justement cette opération-là. Fait que j'ai joué 6 games avec un pied cassé sans le savoir parce que tu veux jouer au basket, mais tu penses que ton pied il est juste sore, puis il est pas sore, puis il est cassé, puis là, ça devient un peu... Faut que tu saches quand arrêter, disons. Mais justement, on va parler de un petit peu d'Ottawa, puis, tu as fait ton transfert après les Stags, tu es allé à l'Université d'Ottawa. Ouais. Puis, c'était quoi ton rôle dans cette équipe-là? Là? Ben, dans le fond, quand ils m'ont recruté, ils m'avaient recruté pour que je sois un de leurs meilleurs joueurs. En tout cas, c'est ce que le coach m'avait dit. Mais quand je suis arrivé là-bas, comme je t'ai dit, je me suis cassé le pied. Fait que ma première saison
Ottawa, elle a quasiment été un peu gâchée. J'ai été 6 mois dans une botte à faire du ball handling dans les pratiques. Là. J'étais sur une botte puis je faisais juste pratiquer mon ball handling. Puis quand je suis revenu, j'étais un peu out of shape, juste parce que tu peux pas faire grand-chose avec un pied cassé. Tu peux essayer de faire du vélo, mais il y a des journées que tu vas avoir vraiment mal. Fait que moi, je faisais juste du ball handling, puis je courais pas. Fait que là, après, tu reviens de ton pied cassé, tu fais un petit retour progressif. Puis après ça, dans le fond, ma deuxième année, pour une certaine raison, puis le coach, ça n'a pas marché. Je pourrais pas dire aujourd'hui pourquoi. On n'a jamais vraiment eu la chance de se parler face à face de ça. Mais mon rôle, je te dirais que c'était vraiment juste d'essayer d'aider mes teammates. C'est comme ça que moi je l'ai vu à la fin. À la fin, je me suis dit, si moi je peux avoir cette opportunité-là, ben je vais aider mes teammates qui sont encore aujourd'hui, Guillaume Pépin, c'est un de mes meilleurs amis. Puis j'étais toujours avec lui tous les jours. Là, fait que j'essayais de le pousser le plus que je pouvais. J'essayais d'apprendre le plus que je pouvais de joueurs comme Calvin Epistola, qui est un des meilleurs joueurs d'Ottawa. Un des assistants à Ottawa, c'était Mike Lafricain, qui est un des meilleurs joueurs que je joue à Ottawa. Fait que j'essayais d'apprendre de pick leur brain un peu, puis d'essayer d'aider mes teammates, parce que je pouvais pas être sur le terrain avec eux, avec un pied cassé, tu comprends? Ben après, tu sais, 2 saisons, tu as fait le transfert à l'Université Concordia. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ce transfert-là? Ben, un peu pour revenir sur ce que j'ai dit, je voyais pas high avec le coach à Ottawa. Puis la COVID, elle a frappé. Fait qu'après, dans le fond, je voulais revenir un peu à la maison, voir ma mère. Je voulais être avec mes parents. Tu sais, quand tu passes 4 saisons loin de la maison, à être blessé, pas trop savoir ce qui se passe, ton but, t'as le goût d'avoir un peu ta famille, right? Fait que je suis retourné un peu à la maison. J'ai essayé d'aider mes parents un peu avec ce qu'il y avait. Puis, dans le fond, Concordia, c'est une école qui m'avait recruté avant. Puis j'ai décidé de juste faire le jump là-bas. Je pensais que c'était un bon fit pour moi. Je me suis dit, je vais aller à Concordia. Je connaissais des joueurs qui allaient à Concordia, Anthony Fiziru. Je savais qu'il avait signé avec eux. J'aimais bien jouer avec Olivier Simon. Quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer contre Olivier Simon. Puis j'aimais le fit avec eux, pouvoir jouer avec Olivier Simon à côté de lui, puis apprendre un peu de lui aussi. Fait que dis-moi un peu, un petit résumé de comment s'est passé tes saisons avec Concordia. Mais dans le fond, j'ai passé une saison avec Concordia. Puis un peu la même histoire des autres universités. Dans le fond, on commence la saison, tout va bien. On joue la première game contre McMaster. J'ai un career high universitaire. Tout allait bien. Puis dernier play de la game, je me fais arracher le bras. Fait que toute ma saison, je l'ai joué avec pas un tore, mais avec un AC joint, qui est dans le fond le petit joint qui est ici. Fait que je joue avec un AC joint tape toute la saison. Puis à moitié de la saison, je me suis fait un second degree sprain avec la gauche. Mais c'était ma dernière saison universitaire, fait que je me suis dit, there's no way I'm sitting down. Puis on s'est mis à gagner vers la fin vraiment, puis on s'est rendu en finale provinciale contre McGill, qui était undefeated, puis on a passé à 2 cheveux de les battre. Fait que, tu sais, tout ça pour se rendre à là, ça a valu la peine un peu parce que je me suis rendu à une finale provinciale. Puis plus que la saison avançait, plus que je commençais à mieux jouer, même si j'étais blessé, je trouvais un peu mes spots. Je savais un peu que tu t'habitues un peu à cette blessure-là, puis tu vas juste falloir que tu joues avec. Puis de là, on s'est rendu en finale, puis great group of guys, je leur parle encore tous les jours, c'est des bons amis. C'est des personnes que je peux appeler n'importe quand j'ai un problème. Justement, aujourd'hui, ils m'ont texté, ils viennent à la game vendredi, fait que ça va être le fun. Là. Mais tu sais, t'as parlé un peu que t'as pris une pause après ça. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai lu, c'est que tu avais été une acquisition avec les essais libres de la Toundra de Montréal. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à ces essais libres-là, considérant que ta carrière était semée de blessures? Hein? Ouais. Ben, dans le fond, j'ai pris un petit time off. Fait que je suis parti avec mon meilleur ami en Alberta. On est allé travailler là-bas pendant 2-3 mois. Puis, tu sais, ma carrière avait été pleine de blessures, mais j'avais eu du succès avant ma carrière universitaire. Puis quand j'étais parti pour aller jouer aux États, il y avait plusieurs personnes qui étaient high on me, qui me disaient, like, you have a chance to make something special. Fait que, quand j'ai pris ce petit temps-là, j'ai pris un petit temps
un petit temps de pause, un petit temps, je l'ai appelé Ghost Mode. Dans le fond, j'ai pas vraiment trop parlé à personne. Je suis allé faire mes affaires. Je me suis pris le temps pour moi, me poser des questions sur ma carrière de basket, sur ce que je veux faire dans la vie. Puis ramasser des sous aussi, parce que quand on est universitaire, faut trouver une petite façon de faire des sous. On essaie d'essayer de faire des petits jobs de camp par-là. On a tellement un horaire chargé. Fait que puis quand j'étais là-bas, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est vraiment simple. C'est mon meilleur ami était avec moi, puis il m'a dit un jour on s'est réveillé, puis il m'a dit allez, ça peut pas finir comme ça. Il dit tout le monde se pose des questions sur est-ce que tu vas continuer à jouer au basket? Il y a plusieurs personnes qui dans ces équipes-là me disaient genre allez, like, t'es talentueux pour jouer professionnel. T'as juste une carrière avec des blessures. Puis après, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenu, j'ai recommencé à parler avec des assistants que je connaissais, des coachs que je connaissais. Puis dans le fond, Team Uphill, qui est une académie de basket, un endroit où plusieurs personnes s'entraînent. Dans le fond, coach Inti Salinas, on était très proches. J'ai commencé à lui parler, puis il m'a dit reviens t'entraîner avec moi. On va just for the fun of it. Puis j'ai recommencé à m'entraîner avec lui un petit 2-3 mois. C'était devenu un peu plus intensif parce que les mois avançaient. Puis après, dans le fond, coach Damien Buckley, qui est un assistant à Concordia, il est venu me voir puis il m'a dit hey, il y a une équipe à Montréal qui se fait, la Tundra. C'est une équipe professionnelle. Il y a des essais libres qui se donnent. If you want to give it a shot. J'ai dit ouais, let's try it. Puis quand je me suis spoté là-bas, ça a tombé qu'il y avait plusieurs joueurs contre qui j'avais joué à travers les années. Universitaires, collégiales, même dans des équipes d'été quand j'avais joué avec QC United quand j'étais jeune. Fait que je me suis dit ok, je peux avoir un rôle dans cette équipe-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste bien joué dans les tryouts. Coach Igor Woodgoulman m'a donné une chance pour le training camp. Puis quand je suis arrivé au training camp, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis aujourd'hui, je suis pour l'équipe. Puis la semaine passée, j'ai eu la chance d'être dans les 12 partants pour la première game de l'histoire de la Tundra. Fait que c'était quelque chose quand même impressionnant. Quelque chose qui est venu me toucher au cœur aussi un peu. C'est un rêve de jouer professionnel quand on est jeune. Puis après tout ce qui s'était passé, moi, dans ma tête, je pensais que c'était fini le basket il y a un an. Puis c'était quasiment un an jour pour jour. Tu vois, la finale provinciale était la même journée que notre season opener. Fait que quasiment un an jour pour jour, où je pensais peut-être que c'était la fin de ma carrière. Là, j'avais la chance de jouer professionnel. Ben écoute, tu sais, on va donner un petit break à ton parcours, puis on va y aller avec des questions un peu plus spéciales. Là. Vas-y. C'est qui le meilleur coéquipier que tu as joué avec, en fait, là, principalement là, de talent? De talent. Le joueur le plus talentueux avec qui je jouais, je te dirais Joseph Chartounet à Brébeuf. Je te dirais c'est entre lui ou Tyler Nelson, qui est un joueur qui joue en ce moment pro en Allemagne. Ouais, Tyler, Joseph, même que je t'en picherais peut-être un autre. Jonathan Kassipabu, il a joué pour la G League avec les Long Island Nets puis les Austin Spurs. C'est 3 joueurs complètement différents. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour moi de te donner une réponse claire, mais c'est des joueurs que les voir jouer, voir ce qu'ils ont fait, c'était fou. Là. Maintenant, parle-moi du meilleur adversaire, justement, aussi, en fait, talent, que tu as eu la chance de partager le terrain avec. Est-ce que tu veux le meilleur adversaire en termes qui m'a donné une meilleure game ou le meilleur adversaire en termes de où il s'est rendu dans sa carrière? Parce que je te dirais que c'est 2 questions complètement, deux joueurs complètement différents. Ben, tu sais, quand, mettons, je te dirais, là, tu sais, ça arrive souvent, tu es sur le terrain, puis, tu sais, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, tu fais comme, OK, ouais, ça, c'était, tu finis à la game, puis là, tu réalises que moi, lui, là, c'était vraiment le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Là. Ouais. Je te dirais que Dennis Smith Jr., c'était quand même quelque chose. Quand on a joué contre la NC State, il a pas fini avec une game folle, mais il a fini avec 17 points, 10 assists, ce qui est très bon, mais je veux dire, il a pas fini avec un 40. Mais il y a un moment dans la game où il a fait un petit run de 7 points où c'était quelque chose. C'était, dans le fond, mon big man, il a essayé de dunker sur mon big man l'a bloqué, mon big man l'a regardé, il lui a dit quelques petits mots que je répéterai pas. Puis Dennis Smith Jr., il l'a regardé, puis il a fait OK. Puis en dedans de, je te dirais, une minute et demie, là, il a take la game. Là. Ça, il a changé la game complètement. Fait que c'était quand même fou, ça.
On va parler un peu de ma question préférée dernièrement, là. C'est lequel ton gymnase, que c'était un gymnase extérieur. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'était pas un gymnase de Brébeuf, Ouais. Concordia, Laval, que c'est ton préféré à jouer dedans, que ce soit pour l'atmosphère ou que ce soit pour tes performances dedans. Bonne question. Ben, je te dirais, le gymnase le plus impressionnant que j'ai vu, c'était Purdue. Ça, c'était fou. Juste la façon qu'il était fait, puis tout. Mais performance, j'ai- quand je jouais au Collège Laval, j'adorais aller jouer à Brébeuf. Fait que je sais que j'ai joué à Brébeuf, mais j'ai eu des bons petits battles là-bas. C'était le fun. L'atmosphère était toujours le fun. On avait joué justement une game du vendredi soir qui était très différent. Fait que ça oui. J'étais un gars de Laval. Momo est le seul cégep qui m'a pas recruté. Fait que des fois, aller jouer à Momo, ça, c'était le fun. C'est de sortir avec une victoire de Momo puis de regarder un peu la foule et de dire maybe you should have signed me. Fait que je te dirais que Momo aussi, c'était un gym que j'aimais des fois aller jouer. Dis-moi, là, si tu avais à choisir un spot spécifique sur le terrain, que tu sais, c'est ton spot à toi, là, tu sais, qu'on ne peut pas te laisser shooter de là parce que c'est sûr, ça rentre, là, qu'est-ce que ça serait? Je pense que tous mes coéquipiers te diraient le top de la clé, là. Le top de la clé de la 3, pas mal automatique. Ça serait qui ton équipe, si t'en as une, là, ton équipe NBA préférée? C'est les Nets. C'est les Nets, puis c'est pas pour ce que le monde pense. Je sais que plusieurs personnes pensent que c'était avec KD puis Kyrie qui sont allés là-bas, mais dans le fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance d'aller les voir jouer souvent. Quand il y avait D'Angelo Russell, euh, puis je pensais toujours, j'avais une copine quand j'étais là-bas, puis je la regardais tout le temps, puis je disais cette équipe-là un jour va être très bonne. Puis quand ils ont signé KD puis Kyrie, moi j'étais le gars le plus content. Puis là, il y a 2, 3 semaines, quand KD puis Kyrie sont partis, ben j'étais le gars le plus fâché, mais j'adore les Nets. J'ai eu la chance d'amener mon neveu là-bas. J'ai eu la chance de jouer sur le terrain des Nets quand j'étais aux États, qu'on a joué à l'IU Brooklyn. Fait que les Nets, je te dirais, c'est mon équipe préférée. Maintenant, t'aurais-tu un joueur préféré là, dans la NBA? Dans l'NBA en ce moment ou de tous les temps? Tu peux me donner les deux. Dans l'NBA en ce moment, c'est Damian Lillard. J'adore Dame. Je trouve qu'il est juste, il a un killer mentality. C'est quelqu'un qui est très real. C'est quelqu'un qui est très honnête à sa personne. Puis avec c'est un très bon coéquipier. Puis je te dis, of all time, c'était Mike puis Kobe, là. Puis pour moi, c'était vraiment genre, c'était mes deux idoles, là. Comme tous les livres qui ont écrit, ben, qui ont été écrits à propos d'eux ou qui ont écrit, je les ai vus. Toutes les games, je les ai vus. Toutes les highlight tapes que tu peux penser, je les ai vus. Je capote sur Michael Jordan et Kobe Bryant. Fait que toi, je vais te poser mon avant-dernière question, là. Si tu avais à te faire drafter par une organisation NBA, tu sais, Ouais. laquelle que ça serait? Ben, les Nets. En ce moment, je pense qu'ils ont besoin d'un peu de shooting. Fait que j'aimerais ça jouer pour les Nets, c'est pas loin de la maison. J'adore New York City. À Fairfield, t'es à 45 minutes de New York. Fait que j'étais toujours là-bas. J'adore la ville de New York. Je te dirais ça. Ou Phoenix. J'ai eu la chance j'ai des amis qui sont allés là souvent. J'ai eu la chance de voir beaucoup de photos, d'entendre beaucoup de bonnes choses de Phoenix. Puis quand j'étais jeune, j'adorais Steve Nash aussi. Fait que ça m'a comme Phoenix, ça serait le fun, hein. Il fait chaud là-bas. C'est une culture qui a de l'air quand même de basket aussi. Mais je vais te poser ma dernière question, justement. Tu m'as beaucoup parlé que ton intellectuel s'était extrêmement développé, puis que tu étais un joueur un peu plus mental. Puis tu as aussi mentionné tantôt que tu sais, dans la fin de ta carrière, tu sais, à Ottawa University, c'est que tu aimais beaucoup aider tes coéquipiers à se pousser un peu plus loin. Fait que tu sais, ça, c'est toutes des choses qui se rassemblent autour du coaching. Puis toi, est-ce que ça Mm-hmm. t'intéresserait plus tard, tu sais, de te mettre à coacher? Ben, j'ai eu la chance de coacher des jeunes cette année avec le Collège Laval, des jeunes de secondaire 1, avant que la saison commence, vu que je savais pas trop ce qui allait se passer. Euh, c'est quelque chose que oui, j'ai envisagé. Je suis encore, je te dirais, en questionnement, juste parce que il y a le petit côté athlète un peu de la personne qui take over, que ça, je sais pas si je serais capable de dealer avec le fait que j'ai aucun, disons, contrôle sur la game directement.
je te dirais que c'est vraiment c'est la petite chose qui me fait bloquer de pas devenir un coach. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais pas si je serais capable de comme savoir que je peux rien faire. Si mes joueurs font pas quelque chose, je peux pas aller sur le terrain avec eux. Fait que c'est ce côté-là un peu du coaching, mais le côté, disons, apprendre, parler avec les gens, essayer d'aider les jeunes. Tu sais, comme tu l'as vu un peu, j'ai pas eu une carrière universitaire facile. Euh, Puis il y a des choses que j'aime, que peut-être j'aurais aimé que certains coachs fassent avec moi, ou que moi j'aurais aimé être capable de faire avec certains coachs, que oui, j'aimerais peut-être faire cette relation-là avec des joueurs. Fait que, il y a une grande partie de moi qui aimerait ça, oui, mais il y a vraiment ce petit côté-là, athlète un peu compétitif, qui sait que je serais pas capable de rester sur ma chaise, de rester poise dans le sens de. Mais je suis encore jeune, je veux dire, moi je le vois encore, il me reste encore du temps, j'espère jouer encore longtemps. Maintenant, je suis healthy, je suis en santé. Pour une fois dans ma carrière, je suis vraiment en santé. Puis j'ai l'impression que je suis retourné un peu à ce que j'étais à Brébeuf. Fait que peut-être que plus tard, quand ma carrière va être finie, je vais te donner une réponse un peu plus claire que non, oui. Mais pour l'instant, c'est dur. C'est dur de m'imaginer sur un banc à essayer de coacher. Mais c'est sûr que là, tu as ton côté humain, tu sais, qui te dit j'aime ça, Exact. aider, j'aime ça. Puis là, tu as ton côté qui est comme je veux gagner toutes les games. Exact, exact. Puis je me souviens un peu, disons, comment les coachs qui me coachaient, puis Mike, Mathieu, les Jimmy de ce monde, je les voyais un peu comment eux, ils ont le jitters sur le côté du terrain, ils veulent rentrer sur le terrain, mais ils peuvent rien faire. Puis moi, on dirait que ce côté-là, je veux pas trop le vivre, mais qui sait, peut-être un jour, peut-être un jour. Ben écoute, merci Olivier, j'apprécie vraiment le temps que tu m'as donné, tu sais, en ce mercredi soir après avoir eu ton shooting, là. Ouais, ben non, merci à toi vraiment pour la plateforme, puis ça m'a fait plaisir d'être ici.